Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, il y a quelques mois, nous nous retrouvions ici même au siège du Mouvement des entreprises de France pour la toute première soirée Legal Tech. Je dois vous dire que c'était un véritable succès, raison pour laquelle nous avons décidé de réitérer ce soir avec cette soirée EdTech. Quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Annabelle Baudin, je suis journaliste et j'aurai le privilège de vous accompagner durant toute cette soirée. Côté programme, alors nous allons mettre en lumière des solutions innovantes qui sont proposées
ont suivi une formation qui n'est pas remontée dans la plateforme, qui n'est pas de formation, qui n'est pas remontée dans le SIRH des entreprises. Et enfin, on sait qu'une modalité pédagogique telle que l'AFEST, qui permet de former en situation de travail, va améliorer de 30% ce qu'on appelle le bond du premier coup. Vous savez, cette action que l'on doit faire lorsqu'on est nouvel employé, lorsqu'on a une nouvelle tâche à réaliser, et quand on fait du premier coup, mais avec une AFEST, on améliore ça de 30%. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de renforcer l'employabilité des collaborateurs dans l'entreprise et surtout d'améliorer très fortement la performance des entreprises. D'où vient ce projet? En 2023, on a été contacté par un de nos clients qui s'appelle Flunch, que vous connaissez très bien, qui avait pour objectif de transformer son organisation et surtout de prendre des collaborateurs qui étaient plutôt, on va dire, en back-office, qui étaient dans les cuisines, et de les mettre en première ligne face à des clients. Et Flunch nous a un peu challengé, nous a dit j'ai besoin de digitaliser mes AFEST parce que mes AFEST j'ai un retour papier en fait. J'avais réussi à faire la signature électronique, à transformer la formation, et là en fait je reviens à quelque chose d'ancien. J'ai du papier et je n'arrive pas à remonter les temps de formation. Donc on a fait un travail avec Flunch, on a pu développer une solution innovante qui a été portée par mes collaborateurs. Et c'est un vrai projet d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que aujourd'hui ça représente une toute petite partie de notre chiffre d'affaires, mais j'ai une nouvelle ligne de produits qui a été développée en partie par Edouard qui est ici, et puis par les collaborateurs de l'entreprise. Alors concrètement, pourquoi on développe un produit autour de l'AFEST? Parce qu'on a cherché à régler 3 des grands défis d'une action de formation en situation de travail qui, par ailleurs, aujourd'hui est financée pour les entreprises de moins de 300 salariés par les OPCO. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas de référentiel de compétences dans les entreprises, ou très peu, très mal fait. On a un problème de suivi des temps passés et de remontée des temps, c'est-à-dire qu'on a des formations pour lesquelles on n'a pas le temps véritablement passé par les collaborateurs qui peut être récupéré par les services de formation et donc opposé et calculé, qui permet de capter une partie des financements. Et surtout, on a un problème de formation des tuteurs. Donc ce que l'on fait en 26 secondes, c'est qu'on a développé un petit applicatif qui s'intègre dans toutes les plateformes de formation du marché. Là, vous avez en bas les plateformes que vous connaissez sûrement. Vous avez tous 360 Learning, Cifadis, Cornerstone, RiseUp, Moodle et encore d'autres. Ce que l'on permet, c'est grâce à une IA, on crée un référentiel de compétences, on permet à des collaborateurs de s'auto-positionner sur ce référentiel, on détermine via l'IA aussi un certain nombre de modules de formation et on remonte les temps passés à la plateforme pour que vos services RH n'aient plus rien à faire. Je vous remercie. Bravo. Bravo Emmanuel, l'exercice c'est pas difficile et puis vous avez ouvert le bal, donc félicitations. 3 minutes 30, on vous applaudit encore chaleureusement, merci. Donc la start-up c'est Aptilink, elle est sur le flyer, voilà, vous pouvez l'utiliser pour noter, mais voilà, et puis ça vous servira en fin de soirée. Exactement. Comme on est les premiers, vous vous souviendrez de nous, c'est ça hein? On continue avec Luc Jarry-Lacombe, CEO de BC Diploma. Vous mettez au pupitre comme vous voulez. Les micros sont ouverts et vous avez votre petite télécommande ici et le compteur qui sous vos yeux. Bonjour, Luc Jarry-Lacombe, CEO, cofondateur de BC Diploma, fondé en 2017. Ravi d'être avec vous ce soir. Vous savez sûrement que les entreprises françaises investissent plus de 15 milliards par an en formation et pourtant, l'APEC nous dit qu'un salarié sur 2 ne se sent pas reconnu pour ce qu'il sait faire et qu'un grand nombre de dirigeants connaissent mal les compétences réelles de leurs équipes. Donc la question est, faut-il former plus ou faut-il au contraire mieux tracer, certifier, valoriser les compétences? Dans vos organisations, vous êtes certainement confrontés à des questions concrètes. Comment fidéliser vos talents? Comment, à un instant T, avoir une vision exacte des compétences disponibles? Comment mieux valoriser les collaborateurs? Ou encore, comment certifier des clients, revendeurs, partenaires à l'issue d'une formation ou d'un onboarding produit? Pour toutes ces questions, BC Diploma apporte une solution simple, opérationnelle, digitale. C'est une plateforme SaaS qui vous permet d'émettre des certificats et badges 100% numérique, vérifiable en un clic, multilingue, partageable sur les réseaux sociaux. Par exemple, des micro-certifications pour vos équipes internes, des badges de formation, des certificats d'habilitation ou tout autre type d'habilitation. Alors, une précision, nous ne sommes pas un outil de formation. Par contre, on est la plateforme de référence pour émettre dans un format numérique partageable, innovant,
des attestations et des compétences certifiées. Comme le font avec nous depuis de nombreuses années des grands noms comme Schneider Electric, AFNOR, Stanford ou Yale. Alors pourquoi un succès international pour une EdTech française d'une quinzaine de personnes? Parce qu'on a un mix exceptionnel entre une technologie blockchain brevetée depuis 2017 pour une sécurité maximale et une pérennité des attestations valables à vie, et des modalités d'intégration 100% premium sur mesure, interfacées avec les SI, et surtout qui ne nécessitent pas l'installation d'une énième application pour vos utilisateurs finaux, vos collaborateurs. Et les résultats sont immédiats, puisqu'on a 60% de partage des badges sur LinkedIn, et ça, c'est une publicité gratuite pour votre marque employeur, sans compter l'effet satisfaction, l'effet fierté de vos collaborateurs qui deviennent vos meilleurs ambassadeurs en ligne. Donc je vais résumer de manière très très courte pour qu'à l'issue du 12e pitch, vous vous souveniez de BC Diploma. Former, c'est indispensable. Prouver les compétences, c'est bien. Les rendre visibles, partager avec BC Diploma, c'est une valeur ajoutée immédiate pour vous, les entreprises, et pour l'employabilité de vos collaborateurs. Merci à tous et on en rediscute autour d'un verre tout à l'heure. Bravo. Alors on continue avec vous, Erwan Kézard, cofondateur et président de Contournement. Ça fonctionne. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ce tableau vous montre combien de temps, au bout d'un an, vous aurez passé à faire une tâche manuellement si vous ne l'automatisez pas ou si vous ne l'optimisez pas. Par exemple, si une fois par jour vous faites une tâche qui vous prend 30 minutes, vous aurez passé à la fin de l'année une semaine complète, 5 jours ouvrés complets à faire cette tâche répétitive, chronophage et à faible valeur ajoutée. Et ça, tous les jours, on a la preuve qu'à des niveaux de management haut, tout niveau de hiérarchie de responsabilité, ce type de tâche-là, d'inefficience, à l'ère du numérique, il y en a des centaines. Par exemple, imaginons que je sois responsable commercial. À chaque fois que la chargée de veille m'envoie un email avec un article sur un client copié-collé dans un mail, moi je dois consulter le mail, je dois l'exporter manuellement en PDF, je dois manuellement le mettre dans le bon dossier dans le Drive, je dois manuellement copier-coller dans le ChatGPT pour dire fais-moi un résumé en 1000 caractères, ChatGPT. Manuellement, je dois le mettre dans un Excel que je vais certainement envoyer à mes collègues à multiples reprises, puis envoyer par message, etc., par mail. Quoi qu'il arrive, tout ça, un énorme casse-tête avec tous les copier-coller qui vont avec. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup d'entreprises. On bricole Excel, on fait des tâches répétitives, on gère par mail. Heureusement, aujourd'hui, il y a des outils qui s'appellent les outils no-code, qui sont des outils qui sont visuels, intuitifs, et qui permettent, comme Zapier par exemple, d'automatiser les processus de manière visuelle, sans forcément avoir besoin d'être informaticien. Je suis ce qu'on me dit, avec du langage humain et des jolies interfaces, j'arrive à automatiser de bout en bout le processus une bonne fois pour toutes, et une fois que c'est fait, ça me prend 0 minutes au lieu de 30 minutes par jour. Il y a des outils aussi comme Airtable ou TimeTonic, 100% made in France, TimeTonic, qui vont me permettre, au lieu d'envoyer des Excel, de à chaque fois dire « Ah oui, je vais te renvoyer le fichier », de faire des belles interfaces où je donne des droits d'édition, de lecture, en fonction de si la personne est stagiaire, si elle est cliente, si elle est prestataire externe. Je peux même faire des applis mobiles. Ce genre de choses, on a la preuve tous les jours, cette fois-ci, qu'au bout de 2 jours de formation plus une journée de mise en œuvre, des gens qui n'ont jamais fait d'informatique ou de code ou quoi que ce soit arrivent à faire ça sur leur poste, sur leur métier. C'est ça qu'on fait chez Contournement. On forme tout type de profil, des individus et des équipes, surtout des non-informaticiens, à maîtriser les outils no-code et l'intelligence artificielle. Attention, c'est pas l'IA qui génère tout ça, ce sont des outils visuels, artisanaux, les tuyaux, les briques qui vont permettre de construire les outils et de faire obéir l'IA, d'automatiser des tâches d'IA. L'objectif, c'est que les gens travaillent plus efficacement au quotidien, qu'ils gagnent en efficience, qu'ils travaillent moins, qui travaillent mieux pour travailler moins sur des choses à faible valeur ajoutée. On fait ça avec une plateforme e-learning où on tâche d'innover tout le temps pour que ce soit le plus accessible possible pour des gens non techniques. Et on le fait en présentiel, notamment au sein des entreprises. Et depuis 2019, Contournement, c'est 10 000 personnes formées, notamment au sein d'environ 100 TPE, PME, grandes entreprises, et plus de 100 000 personnes sensibilisées, parce qu'il ne faut pas que ça reste un truc d'ingénieur et de start-upper, il faut que ça aille dans les PME, il faut que ça aille dans les associations, il faut que ça aille dans toute l'économie française. On a écrit un bouquin où on parle de ça, d'ailleurs, qui est passé
qui est publié aux éditions Erol. On est un organisme certifié, éligible au financement et tout le tintouin, et surtout un organisme certifiant. Et on est fiers d'être les premiers détenteurs de certifs officiels qui permettent de valoriser ces compétences chez des demandeurs d'emploi, chez des étudiants, etc. Peut-être sur BCG Diploma bientôt. Parce que rendre les entreprises françaises performantes et résilientes, c'est bien, mais rendre les demandeurs d'emploi, les étudiants, les salariés qui sont menacés d'obsolescence des compétences grâce à ces nouveaux outils, c'est bien aussi. Si vous voulez en savoir plus, vous avez tout ici, vous pouvez prendre la petite photo. Merci beaucoup. Bravo. Bravo et merci Erwan. Donc c'est la start-up Contournement et on termine cette première session avec Alexandre Lecht pour la start-up EdTech. Bonjour à tous, donc moi je suis Alexandre Lecht, je suis cofondateur et CEO de EdTech. Donc c'est notre deuxième société, elle a 3 ans seulement, et c'est un copilote pour les créateurs de formation. Alors, copilote pour accompagner évidemment l'humain, et les créateurs de formation, ce sont tous ceux qui vont participer, donc les ingénieurs pédagogiques, les experts métiers, les formateurs. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça? On est parti d'un constat que vous voyez tous les jours. Tous les articles que vous lisez sur les jobs de demain n'existent pas encore, le monde va extrêmement rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe derrière en formation? C'est l'obsolescence des compétences qui accélère. Dans les années 80, c'était 30 ans l'espérance de vie d'une compétence. En 2024, c'est moins de 1 an. Ce qui vous donne l'idée de la rapidité avec laquelle il faut former. Et les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire mettre 2 mois pour faire du sur-mesure, ça ne peut plus fonctionner pour une majorité des cas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti en R&D pendant 1 an et demi. On a embarqué un maximum de monde, des grands comptes, des petites entreprises, des OF, des établissements d'enseignement supérieur, et on a construit ce copilote. Comment il fonctionne? C'est assez simple en fait. On reprend le processus normal et on va mettre de l'IA là où c'est nécessaire. Donc on va être en capacité, de brainstormer, c'est-à-dire d'analyser toute la matière première, tous les éléments sources que vous avez quand vous créez une formation, que ce soit des documents de recherche, des vidéos d'experts, des liens vers des sites internet ou des réglementations. Ensuite, le copilote, il va aider à faire toute l'ingénierie pédagogique. Il ne remplace pas l'humain, mais il va l'aider à sélectionner les bonnes thématiques, les bons objectifs, la cartographie de compétences, le déroulé, les séquences, bref, tout ce qui compose en fait l'ingénierie d'un module. Et ensuite, évidemment, il va être en capacité de produire et d'assister encore une fois l'humain à créer du contenu, des quiz, des activités, des évaluations. Et tout ça dans une boucle en réalité qui se nourrit et qui permet de vaincre l'obsolescence des compétences. Comment est-ce qu'on a fait tout ça? Évidemment, on a bâti une infrastructure d'agents. Vous entendez certainement parler de Agentic AI. Donc on a entraîné des modèles à être ingénieurs pédagogiques, des modèles à être experts métiers, des modèles à être apprenants qui posent des questions, mais aussi des copywriters, des fact-checkers, je passe les détails. On a une équipe complète derrière le copilote qui va construire et accompagner l'utilisateur. On a évidemment bâti ce modèle sur une démarche ultra éthique. Donc on a des modèles français, souverains, hébergés en France, mais pas que pour certains de nos clients, parce qu'on se déploie déjà en Europe et aux États-Unis. Et on travaille main dans la main avec la Commission européenne, qui évidemment a l'IA Act, qui est une magnifique protection pour nos données en France et en Europe. Ça fait maintenant 1 an et demi seulement qu'on a commercialisé la solution et on a déjà 150 clients. Sur ces 150 clients, vous êtes des entreprises, vous êtes des chefs d'entreprise. La moitié de nos clients sont des entreprises de petite et grande taille, donc 50% de nos clients. On a également des organismes de formation et des établissements d'enseignement supérieur. Donc sur ces 150 clients, pour vous donner un ordre de grandeur, quelques chiffres depuis donc 1 an et demi de lancement, c'est 34 000 ressources d'apprentissage qui ont été créées avec notre outil. Ça fait 16 par heure. Depuis que vous êtes assis ici, il y a déjà 16 ressources d'apprentissage qui ont été créées en utilisant notre solution. Nous, nos clients nous le disent, c'est très simple. L'objectif, c'est pas de baisser en qualité et que l'IA, ça devienne un moyen de faire du cheap. Au contraire, c'est de pouvoir faire le même niveau de qualité, plus vite, plus fréquemment, pour avoir justement cette solution à l'obsolescence des compétences et que vous soyez les maîtres des jobs de demain de vos salariés. Donc si vous également, vous voulez que vos salariés gagnent en productivité et que vous puissiez piloter les compétences de demain, rejoignez l'aventure EdTech. Parfait. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Alexandre. Eh bien, je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement tous les 4. Félicitations. Challenge relevé avec brio. Et je vous laisse tranquillement retourner vous asseoir. Bravo à tous les 4.
Alors, avant de retrouver nos prochains entrepreneurs donc qui vont nous présenter leur start-up, je vous propose un temps d'échange avec Oriane Ledroit, directrice générale d'EdTech France, et de Marie-Christine Levé, fondatrice et partenaire d'Edu Capital. Vous pouvez venir me rejoindre sur scène. Prenez place. Soyez les bienvenus. Oriane, Marie-Christine, parfait. Soyez les bienvenus. Alors j'imagine que les solutions déjà qui ont été présentées ont dû vous inspirer. Oriane, j'aimerais commencer avec vous. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter la mission de cette filière tech française dédiée à l'éducation et à la formation, et en quoi répond-elle aujourd'hui aux défis économiques, sociétaux et d'indépendance technologique de la France? Avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci encore aux équipes du MEDEF pour l'accueil et pour mettre à l'honneur cette filière. Un salut à tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui sont là ce soir, qui vont pitcher ou qui seront parmi nous. On est ravis, nous, EdTech France, d'avoir soutenu cette soirée et d'être présents. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense personnellement que c'est une filière qui a tendance à être sous-estimée. Donc, on va rappeler les chiffres. La EdTech, c'est plus de 500 entreprises en France, ce qui fait de nous l'écosystème à l'échelle de l'Union européenne le plus important, avec une vitalité entrepreneuriale importante. On a de plus en plus d'entreprises qui émergent, qui se positionnent sur ce secteur-là parce qu'il y a une vraie volonté sans doute des entrepreneurs et des entrepreneuses d'avoir de l'impact, d'avoir du sens. Donc c'est 15 000 emplois. Et c'est 1,6 milliard de chiffre d'affaires consolidé. Ça, ce sont des données qui datent de l'an dernier. C'est une étude qui a été faite par EY, Parthenon, l'an dernier. Donc c'est une filière qui rivalise, si on peut mettre en concurrence avec d'autres filières de la tech, avec la health tech par exemple ou la fintech. Donc on est sur une filière qui est importante, une vraie vitalité entrepreneuriale. Marie-Christine le voit régulièrement au quotidien. C'est une filière qui porte une ambition qui est finalement assez simple à comprendre, qui est en fait comment on met dans les mains des élèves, des enseignants, des salariés, des étudiants, des professionnels de la formation, de la pédagogie, des apprentissages finalement, le meilleur de la tech française. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, et d'ailleurs les 4 entrepreneurs qui ont pitché juste avant et tous ceux qui vont présenter leurs solutions juste après le démontrent, les technologies ont des solutions qui sont des solutions aujourd'hui robustes et inédites dans la pédagogie et dans les apprentissages. Et donc, ils vont permettre d'adresser un certain nombre de sujets qu'on a face à nous, que le pays a face à nous, que l'économie, que la société a face à lui et à elle, que sont l'employabilité. On a parlé de l'obsolescence des compétences, on a parlé de l'IA, du développement de l'IA dans les entreprises, dans les métiers, de la productivité aussi, l'IA, l'efficacité de l'automatisation, Erwan en a parlé. La question aussi de la réussite éducative, de l'inclusion aussi à l'école. Le numérique éducatif aujourd'hui permet d'adresser des profils d'apprentissage, donc des élèves qui vont apprendre différemment et qu'un enseignant ne sait pas adresser parce qu'il est seul face à une classe de 20, de 30 élèves. Bref, tout un tas de défis qui sont majeurs pour la productivité, pour l'économie et la société. Et puis peut-être un dernier point qui est aujourd'hui majeur, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance technologique. Qu'est-ce qui est le plus important quand on doit adresser ce sujet de la souveraineté, qu'avoir des modèles d'apprentissage grâce à des outils technologiques qui sont des modèles pensés sur la base de la culture en fait française et européenne, avec cet esprit d'universalisme, de libre diffusion du savoir, etc., etc. Donc on est une filière qui contribue, qui participe à je pense, cette exigence qu'on doit tous avoir aujourd'hui, qui est le réflexe d'indépendance technologique. Et puis peut-être un dernier point.
Et vous le verrez dans cette soirée, c'est une filière qui est très variée dans les solutions qu'elle propose. La vice-présidente du MEDEF l'a dit dans son entrée, nous, on balaye du numérique éducatif, c'est-à-dire de la solution dans les classes pour outiller les enseignants, du soutien, de l'application de soutien scolaire, jusqu'à la formation des salariés, la reconversion de salariés, la formation des demandeurs d'emploi, l'apprentissage également à distance, etc. Et donc on balaye tout ce champ-là des apprentissages, tout ce champ-là des compétences finalement du plus jeune âge jusqu'à tout au long de la vie qui devient de plus en plus nécessaire. Et donc une très grande variété de solutions, une très grande diversité de ces solutions-là et qui, je crois, peuvent à un moment donné, dans vos situations, vous, de chefs d'entreprise, d'entreprises installées, répondre à des besoins qui sont concrets, qui sont très pragmatiques et auxquels souvent on sait apporter la meilleure ou une des meilleures réponses. Merci beaucoup, Oriane Ledroit, pour ce panorama très clair de cette filière, pour cette présentation très complète. Marie-Christine Levé, quelques mots d'abord pour présenter votre activité et comment vous positionnez-vous face à ces enjeux technologiques. Bonjour à tous, merci le MEDEF, merci les deux Olivier Faron et Olivier Gauvin d'avoir mis l'EdTech à l'honneur. Je pense que c'est vraiment important que la formation professionnelle, l'orientation soit au cœur des enjeux du MEDEF, puisqu'il en est de la compétitivité de nos entreprises plus tard, de notre souveraineté technologique dans un monde de plus en plus global. Donc EduCapital, nous sommes un fonds d'investissement. Nous avons aujourd'hui, nous sommes le premier, le plus large fonds d'investissement dédié à ce secteur de l'EdTech en Europe. On est fiers que ce soit en France, que soit né ce fonds qui rivalise aujourd'hui avec des fonds principalement américains. Les Américains aujourd'hui investissent énormément dans l'EdTech. Aujourd'hui, 80% des investissements, alors jusqu'à récemment, on verra, mais 80% des investissements dans l'EdTech étaient faits aux États-Unis. Donc voilà, on est le premier fonds européen. On a été créé en 2017 et on investit dans des sociétés qui innovent dans le secteur de l'éducation, de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle et la formation continue. Et donc, comme l'a dit Oriane, ça peut être des outils, des apps pour les parents, des outils pour l'école, pour arriver à digitaliser l'école, à mieux engager les étudiants, à utiliser l'intelligence artificielle pour faire, par exemple, de la personnalisation d'apprentissage, jusqu'à des écoles en ligne pour permettre de la reconversion, pour former des gens aussi à des nouveaux métiers, et la formation professionnelle et tout ce que fait l'entreprise pour former et surtout reformer ses collaborateurs. On a aujourd'hui investi dans 40 sociétés, on a 200 millions sous gestion, dont certaines vous devez les connaître, 360 Learning dans le monde de la formation professionnelle, des écoles en ligne comme Live Mentor, UPSO, qui forment des personnes souvent en reconversion à des nouveaux métiers ou à des métiers en tension, des outils pour l'école comme Evidence B, Knowledge. Voilà, donc une grande palette d'entreprises. On investit en France et en Europe. Alors l'histoire de l'EdTech, elle c'est un peu, alors l'EdTech, il faut dire, c'est une activité très jeune. L'EdTech est née aux États-Unis en 2005 et elle a vraiment démarré en 2012 avec le lancement de Coursera. Qui a été vraiment la grande entreprise qui est arrivée à digitaliser le contenu des meilleures universités en ligne. C'est vraiment la naissance de l'EdTech, avec aussi des applications comme Duolingo, que vous connaissez peut-être, qui permet vraiment d'avoir un apprentissage très ludique des langues, qui est aujourd'hui une société valorisée plus de plusieurs milliards de dollars sur le Nasdaq. Donc il y a eu de très très belles réussites dans l'EdTech. Et donc les années 2012, 2015, 2020 ont été le début de l'EdTech, la digitalisation, le début de la digitalisation de l'éducation. Est arrivé ensuite 2020 le Covid, qui a précipité finalement le monde entier dans l'EdTech, souvent mal préparé. On a eu des années d'investissement énormes dans l'EdTech, avec plus de 16 milliards, 20 milliards investis chaque année dans l'EdTech, et une petite déception suite à ce Covid, puisque on n'avait pas été assez préparés, les écoles n'étaient pas préparées, il y avait eu un sous-investissement dans ce secteur, et d'où la nécessité de créer une filière EdTech souveraine et importante, voilà, pour ne pas avoir aussi une EdTech dominée par des contenus et des outils américains. Aujourd'hui, on voit une troisième vague arriver dans l'EdTech, qui est vraiment une révolution dans l'EdTech, c'est la vague de l'IA.
On le sait tous, ChatGPT a mis à conquis 500 millions d'utilisateurs en 17 mois, quand WhatsApp a mis plus de 80 mois pour le faire. Voilà, donc c'est l'adoption la plus rapide dans l'histoire de la technologie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 80% des étudiants s'en sont totalement emparés. Donc il y a une nécessité de repenser l'éducation. On va apprendre et instruire les jeunes de manière différente aujourd'hui avec l'IA. Et l'IA a un impact énorme sur les métiers. On parle de beaucoup de métiers supprimés par l'IA, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y aura 5 fois plus de métiers qui vont être transformés par l'IA que de métiers supprimés. Donc il y a un énorme enjeu de reformation des collaborateurs, de prise en compte de cette révolution technologique dans les entreprises, d'où l'intérêt d'avoir le MEDEF partie prenante de ce sujet d'éducation et de formation. Et bien sûr, il y aura énormément de nouveaux emplois qui vont être créés, et donc il va falloir former les ingénieurs de demain, et donc un énorme champ d'opportunités pour les entreprises du secteur. Donc l'EdTech se porte bien. Aujourd'hui, on voit dans le monde un renouveau des investissements dans l'EdTech, porté principalement par les innovations dans l'intelligence artificielle. Merci Marie-Christine. Alors c'est passionnant, on sent une grande vitalité entrepreneuriale. Pourtant, Oriane, vous dites que cette filière est malmenée. Pourquoi ? Oui, elle est malmenée en France, malheureusement, parce que ce que dit Marie-Christine, c'est très juste. Nous, on a tendance à aller un peu à rebours de l'histoire, c'est-à-dire qu'au moment où on a des grands groupes américains et un surinvestissement au niveau des États-Unis en matière de EdTech, nous, on est au contraire, on met le frein et on coupe tout. Donc nous, en tant qu'association qui porte la voix de la filière et qui soutient les entrepreneurs et les entrepreneuses de cette filière, on est quand même face à des combats qui sont des combats quasi de survie d'un certain nombre d'entreprises, et qui ne sont pas des entreprises, des startups qui devraient mourir, parce qu'on sait, il y a des cycles de vie, il y a des startups des entrepreneurs qui prennent leurs risques et ça marche pas, et tant pis. Là, on se rend compte qu'on est dans un contexte où en fait même des entreprises, des solutions, des produits technologiques qui ont fait leurs preuves, y compris massivement pour répondre à des besoins qui ne sont pas adressés par ailleurs. La formation des demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont contraints, empêchés, ou la formation des salariés en entreprise, l'apprentissage à distance, etc., sont attaqués parce qu'on gêne d'une certaine manière un certain nombre d'autres acteurs qui sont déjà positionnés historiquement, parce qu'il y a un débat qui est très caricatural sur la question des technologies et des écrans dans les apprentissages. On confond réseaux sociaux et ressources pédagogiques ou EdTech. On mélange tout. Et puis, on est dans un contexte de débat public qui est très clivant, qui est très polarisé. On a du mal à construire une forme de complexité de la pensée, et sauf qu'en fait la EdTech, ça suppose la complexité de la pensée, ça suppose d'assumer que, comme Marie-Christine le disait, en fait il faut repenser les modalités d'apprentissage à l'école, parce qu'un enseignant aujourd'hui il peut plus faire une évaluation, il peut plus faire un devoir comme on faisait avant. Un étudiant, un enseignant chercheur en université, un étudiant, etc. Pareil, il va utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs, donc de toute façon il faut penser les choses autrement, et puis de toute façon il va l'utiliser dans son travail, donc autant lui apprendre à le faire correctement. Et puis dans la formation professionnelle, c'est pareil, on a des personnes qui sont empêchées, on a des personnes qui sont contraintes, on a des personnes qui n'ont pas envie de retourner dans un organisme de formation et qui de toute façon veulent se former à distance. Et donc voilà, on adresse ces sujets-là, et pour autant le débat public nous aide pas à voir ces réussites-là, nous aide pas à construire autour de ça, et nous aide pas finalement à faire en sorte que nos solutions s'additionnent à des réalités qui sont des réalités de présentiel, historique, etc., s'hybrident avec celle-là, alors que on sait que c'est comme ça que ça va fonctionner, que ça devrait fonctionner, en tout cas que nous, collectivement, le pays, l'économie, la société sera plus forte et plus résiliente aussi, parce que qui nous dit que, je veux pas nous jeter mauvais sort, mais qui nous dit qu'une pandémie va pas réarriver et qu'on n'aura pas besoin de toute façon de faire de la continuité pédagogique, etc. Enfin, je veux dire, il faut on l'a pris une fois, maintenant qu'on a des entreprises, des startups, des outils qui sont disponibles, autant les soutenir. Donc voilà, elle est malmenée, on a des combats,
Ces combats, nous, on les mène. On sait qu'on les mène de manière écosystémique. Marie-Christine est bien engagée avec nous là-dessus, avec les entrepreneurs et les entrepreneuses. Et peut-être un appel ce soir, j'en profite. On a besoin du soutien de les entreprises, de vous au MEDEF, parce que en fait c'est un combat, je pense que c'est un combat stratégique, on l'a dit, en termes de compétitivité, en termes de productivité, en termes de résilience, en termes de souveraineté, et je crois que ce sont des sujets qui intéressent, voire même sur lesquels vous vous mobilisez. Donc voilà, nous on est sans doute un peu figure de proue parce que on est cette association de filière, mais on a besoin de votre soutien, et donc n'hésitez pas à bien nous parler. Le message est ou en passé. tout cas à porter cette voix-là à celles et ceux avec lesquels vous discutez, parce qu'il y a vraiment un besoin fort et une filière qui est en difficulté aujourd'hui. On l'a compris, le message est passé. Une réaction rapide, Marie-Christine, en fait, un constat, comment soutenir ou renforcer cette filière ? Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, on reçoit à peu près 2000 dossiers par an. On fait un peu ce que vous allez faire ce soir. Ce soir, c'est Vie ma vie au MEDEF, puisqu'on regarde, on regarde des sociétés et on essaye de déceler les pépites de demain, sauf qu'au lieu de le faire en 3 minutes et demie, on le fait en 2 ou 3 mois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a rien à envier aux autres pays. On a des entrepreneurs aussi innovants que dans les autres pays. En intelligence artificielle, on est très fort. On a, jusqu'à maintenant, on avait de très bons ingénieurs et de très bons mathématiciens, donc on n'a rien à envier. Après, on a une différence fondamentale, c'est qu'on ne sait pas en France créer des filières et créer des marchés. Dans le numérique éducatif, donc le numérique éducatif, c'est le primaire, collège, lycée, on n'a toujours pas réussi à faire entrer l'école dans la modernité. On est sur une école qui ressemble à l'école que j'ai eue, à part la couleur du tableau qui a peut-être changé. On arrive et on va de subvention. On a une filière sous perfusion, de subvention en subvention et de POC en POC, alors que les autres pays créent des filières pérennes et compétitives et maintiennent la souveraineté technologique de leur pays. Donc ça, c'est sur la partie scolaire. Sur la partie formation continue, on a fait beaucoup de choses en France. Moi, je pense que le CPF a été quelque chose de formidable pour reformer des collaborateurs. Il y a eu des abus au départ, on a su les corriger. L'apprentissage a vraiment permis de raccrocher plein de jeunes à l'emploi. On avait des choses qui marchaient très bien et là, on est en train pour faire des économies mineures, de vouloir les casser. Typiquement, aujourd'hui, on veut diminuer la subvention de l'apprentissage en ligne pour faire une économie de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros à l'échelle du pays pour savoir qu'on a formé plus de 200, 300, 400 000, 500 000 personnes en ligne grâce à l'apprentissage. Donc voilà, il y a un peu de poids des mesures. Après, il y a quelque chose qui marche en France, et il faut le dire, et je suis ravi de le dire ici, c'est la formation professionnelle. Aujourd'hui, on est vraiment fort sur la formation professionnelle. On a vraiment des entreprises qui investissent, se battent pour reformer leurs collaborateurs. On a des entreprises dans le secteur de l'EdTech qui se portent très bien. Et moi, je crois que le salut peut venir aussi de cette formation professionnelle, du rôle que les entreprises vont prendre dans la formation des jeunes et la formation des collaborateurs pour soutenir la compétitivité de la France. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux pour ce temps d'échange et de partage. On peut vous applaudir et je vous laisse regagner votre place. Merci. Alors la soirée continue et j'appelle maintenant nos 4 nouveaux entrepreneurs. Alors on a tout de suite Frédéric Kunzmann, fondateur de My Serious Game, qui nous rejoint sur scène sous vos applaudissements. Soyez le bienvenu. J'accueille Clarisse Pamis, une femme, directrice générale Mind Neurotechnologie. Elle est accompagnée de Nicolas Bassan, directeur sciences et innovation dans cette start-up. Soyez les bienvenus. Nawal Aboud, cofondatrice et responsable scientifique avec Hicham Aboud, CIO et cofondateur de Rising Up Paris. Soyez les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez vous asseoir. Exactement. Et nous terminons avec Christian Koziak, cofondateur de Skillsboard. Pardon.
Qui est venu à deux? Il y a eu un binôme. Alors, honneur aux femmes, si ça ne vous dérange pas, peut-être de retourner vous asseoir dans le public et puis je vous appellerai au moment de pitcher dans quelques minutes. Merci beaucoup. Et on démarre tout de suite avec My Serious Game. Et c'est à vous, Frédéric. Donc, le minuteur est là. 3 minutes 30. Dès que vous commencez à parler, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir. Je vais vous présenter My Serious Game, mais juste avant, peut-être une petite question. Qui se dit avec enthousiasme, chouette, j'ai un module de e-learning à suivre la semaine prochaine? Ou qui a dans l'université de BPI, puisqu'il y a plein de jolis modules de e-learning aussi, si vous êtes BPI Excellence, etc. Plein de choses sur l'IA, etc. Il faut que j'aille le voir. Et les webinaires enregistrés qu'on n'a jamais regardés. Qui fait partie de ça? Plus tous ceux qui n'osent pas lever la main. Le e-learning, enfin le digital learning, toutes ces solutions, etc. Il y a effectivement dans la formation continue, il y a eu aussi quand même beaucoup d'abus dans le secteur bancaire, etc. On est à 50, 60, 80 modules de e-learning à suivre sur une année. Et donc chez My Serious Game, en fait, on se dit que My Serious Game est le savant mélange entre pédagogie et innovation technologique au service des formations professionnelles digitales. Leader français du digital learning sur mesure. Ah ben voilà. Sans le son, ça serait super, mais ou sinon, c'est pas grave, avec le son, la vidéo présente les choses presque mieux que moi. Ouais. Donc du coup, sans le son, et ben voilà, super. Donc chez My Serious Game, en fait, on a réuni, au-delà de la recherche scientifique sur l'apprentissage, la pédagogie, etc., des gens des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des séries télé, etc., pour trouver en fait les meilleures solutions, les meilleures pratiques, de manière à avoir toute l'attention, la concentration et un réel impact derrière dans la transformation. Et on utilise toutes les nouvelles technologies pour construire sur mesure. My Serious Game, c'est l'excellence dans le sur-mesure, donc avec interfaçage avec vos solutions, etc. C'est le positionnement de cette entreprise que j'ai créée il y a 10 ans et dont je partage vraiment ce que viennent d'évoquer aussi Oriane et Marie-Christine sur le secteur qui est en difficulté. Moi, j'ai levé des fonds en 2018, 3 millions. J'ai vendu l'entreprise en décembre et aujourd'hui, on a une stratégie de build-up. J'invite tous les chefs d'entreprise à se dire « Ouais, les tech, j'y crois maintenant ». Il y a de vraies consolidations de notre secteur d'activité qui est vraiment nécessaire, je trouve, aujourd'hui, parce qu'on est très peu à être de grande taille critique, etc. C'est beaucoup de toutes petites entreprises et on voit bien qu'il y a des complémentarités entre nous, chacun avec nos pratiques, nos outils, etc. Et qu'il faut que cette complémentarité, moi j'y crois beaucoup. Et donc My Serious Game fait plein de choses en réalité virtuelle, plein de choses de tout format, en application, etc., qui doit être connecté. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que on n'a pas tous le même âge, pas tous la même fonction. Certains d'entre vous étaient à l'école au premier rang en train de prendre des notes, écrire en rouge et devaient apprendre par cœur pour comprendre la leçon. D'autres étaient au fond de la classe avec le besoin d'échanger avec les copains pour pouvoir s'approprier la matière et détester, écrire, recopier la leçon à la main, etc. On a tous nos façons d'apprendre qui sont différentes et aujourd'hui, s'il y a 2 mots-clés qui sont nos combats chez My Serious Game, c'est l'adaptatif, pouvoir s'adapter, comprendre qui est et lui donner 2 minutes par jour, lui donner des défis, lui faire apprendre par cœur, mais s'adapter à l'apprenant comme un bon formateur en classe présentielle et en même temps le collaboratif. Parce que c'est fini à mon avis le e-learning où on a tous la même chose et qu'on doit apprendre par cœur, etc. Collaboratif et adaptatif sont vraiment les choses. Et ce que je voulais, c'était vous offrir peut-être 2-3 petites choses comme un simulateur en réalité c'est génial. Allez, vous offrir, c'est une intelligence artificielle avec votre webcam. Vous allez avoir la webcam va analyser, vous allez parler, répondre à des questions, etc. et vous faire un topo, un débrief sur votre capacité à l'oral, le rythme, la voix, le débit, etc. Tout ce que j'ai foiré là ce soir avec le stress, c'est pas grave. Mais la richesse du vocabulaire, les silences, les répétitions, etc. Tout est analysé. Vous avez un débrief derrière, une vraie synthèse, et avec des micro-contenus qui vont permettre de progresser. Ça a été commandé avec le CNED, mais on est ravis de vous offrir cela pour vous, pour vos équipes. N'hésitez pas à me contacter ici, parce que je ne pourrais pas rester pour vous. Merci Frédéric, merci beaucoup. On poursuit avec vous, Clarisse Pamis et Nicolas Besson. C'est Omind Neurotechnologie.
Exactement. Bonsoir à tous. Alors nous, on va vous parler, on est venu à deux parce qu'à deux, on est plus fort, voilà. Et on va vous parler de compétences humaines, donc ces fameuses soft skills dont tout le monde a entendu parler et qui sont particulièrement clés pour les managers. Alors justement, si j'avais envie de, je vais pas le faire, mais si j'avais envie de vous poser la question de est-ce que ces sujets sont importants pour la performance, je suis à peu près sûre que beaucoup d'entre vous diraient oui. Pour autant, c'est aussi la seule chose finalement aujourd'hui qu'on n'est pas capable dans l'entreprise presque de mesurer et sur laquelle on n'a pas une définition très claire de ce dont on parle, même si c'est important. Alors aujourd'hui, à l'heure de l'IA, on sait que c'est encore plus important parce que finalement c'est la seule chose qui va rester dans la performance alors que les soft skills sont devenus, les hard skills sont devenus périssables. Nous, chez Omine, on a voulu outiller ce sujet des soft skills. Donc on est un expert du développement, du leadership pour les managers, les talents. On existe depuis 2016 et on a développé des solutions qu'on met entre les mains de coachs ou de formateurs, puisqu'il faut toujours de l'humain pour former sur l'humain, mais on va y mettre de la technologie et de la science qu'on a développée avec des laboratoires de recherche. Alors pour vous aider à découvrir ça, je vais vous laisser entre les mains de Nicolas qui va vous faire découvrir le quotidien de Julien. Donc on va prendre un cas concret pour que vous puissiez vous projeter. Je présente Julien qui est ingénieur en aéronautique, manager de l'équipe calcul de structure. Son sujet, c'est oser. En gros, Julien, ingénieur très rationnel, son sujet, c'est sortir de sa zone de confort. Alors Julien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord se connecter à notre plateforme. Et sur notre plateforme, il va réaliser des expériences en ligne, des tâches, des jeux sérieux qui ont pour but d'objectiver ces soft skills, d'aller les mesurer de manière très fine, très précise. Et donc là, on va aller mesurer de manière un peu plus précise quelque chose où d'habitude on pose des questions et on doit répondre de manière un peu difficile sur un auto-positionnement déclaratif. Là, on va aller mesurer ses comportements, ses temps de réaction, et donc c'est objectivable. Cette donnée objectivable, elle va nous permettre, grâce à une IA, d'aller comprendre quels sont ces leviers de développement de manière très précise. Et donc là, on voit chez Julien, par exemple, qu'en fait, en prise de risque, il est très bon. Donc pour sortir de sa zone de confort, c'est pas un problème. Mais en fait, on voit que c'est plutôt sur la gestion de l'échec qu'il va devoir travailler. Il va avoir accès à une IA générative pour comprendre en détail ces compétences-là et aussi à un coach humain. On va outiller Julien avec des modules très concrets, avec des exercices pratiques à intégrer dans son quotidien. Et puis, ce qu'on va faire, c'est aussi mesurer l'impact que va avoir dans son quotidien les conseils qu'on lui a donnés, notamment grâce à ces tâches qui sont reconnues avec des centaines de publications scientifiques. Alors, ce que vient de nous montrer Nicolas, c'est un accompagnement individuel. C'est le premier cas de ce qu'on fait avec tous nos clients. On en a plus de 50 aujourd'hui. Beaucoup des grands comptes, mais aussi des startups et des PME. Donc c'est un programme, typiquement, dans ce que vous a montré Nicolas, qui va durer à peu près 7 heures sur 3 mois. Donc c'est très léger et ça permet de travailler vraiment de manière individualisée des problématiques de prise de poste, de développement managérial. On a aussi des choses autour du team building, toujours avec ces solutions innovantes, avec de la réalité virtuelle par exemple, ou des jeux sérieux qu'on utilise en groupe. Et puis on déploie des programmes où on met un peu d'individuel et un peu de collectif. Voilà. Alors si vous avez envie de passer nous voir, sachez que nous avons un petit jeu concours, alors ça n'apparaît pas, donc vous ne pourrez pas flasher, mais venez nous voir. C'est gagnant à tous les coups, on vous offre un parcours et la possibilité de gagner un accompagnement avec nous. Félicitations, Merci. bravo. Vous pourrez bien sûr échanger tout à l'heure lors du cocktail. Et puis donc nous continuons avec Nawel et Hicham Aboub de Rising Up Paris. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. On a décidé de commencer par une vidéo. Clara était brillante, bonne école, bons entretiens, et pourtant, au bout de 3 mois, elle est partie. Elle semblait à l'écart, discrète, un peu tendue, mais nous n'en avions pas conscience. Pendant les réunions, elle restait en retrait. Les autres prenaient la parole, elle n'osait pas. Le malaise s'installait. Son manager s'en est aperçu tardivement. Il a vu qu'il y avait un décalage, mais il ne savait pas d'où ça venait. Ce qu'on aurait dû voir, c'est sa manière de décider, sa façon de gérer la pression, son besoin de collaboration, des choses qu'un CV ne montre jamais, mais aujourd'hui, on peut les détecter.
Avec Rising Up, vous accédez à une lecture précise des compétences de demain, les core skills. Recrutez mieux, intégrez plus vite, engagez durablement et visez la performance avant qu'il ne soit trop tard. Alors, en tant que chef d'entreprise, on a tous vécu cette situation. En 2023, un recruteur sur deux la vivait de manière récurrente. Le recrutement est de plus en plus difficile. C'est pourquoi, avec Rising Up, on a décidé de s'attaquer à ce problème et nous avons créé la seule solution qui permet de mesurer la compatibilité d'un candidat à un poste. Tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul. Alors, on est une équipe composée d'experts en sciences cognitives et en intelligence artificielle. Toute la solution que je vais vous montrer juste après, on a mis 8 ans pour pouvoir la construire, l'élaborer, la tester, et tout ça grâce à un ancrage académique et scientifique très fort avec des partenariats de renom. Tout ça pour vous montrer le Core Skill Scan, le premier et le seul test qui révèle les compétences qu'un CV n'est pas capable de montrer, mais qui importent le plus. Et quelles sont les compétences qui comptent le plus? Pendant des années, on a pensé que ces compétences, elles étaient insaisissables, impalpables. On a même dit qu'elles n'étaient pas évaluables. En l'occurrence, ces dernières années, dans nos laboratoires en sciences cognitives, on a fait des bonds de géant. Parce qu'on a enfin compris l'origine et les mécanismes d'apprentissage de ces compétences, qui sont loin d'être douces ou accessoires. Elles sont au cœur de la performance. Et aujourd'hui, avec mon équipe de recherche, on a décidé de prendre un parti pris et d'avoir une approche totalement différente de ce qu'il y a sur le marché actuellement. C'est que la manière dont on va évaluer ces compétences ne repose ni sur des traits de personnalité, ni sur des tests de motivation, mais sur des compétences qui sont réellement utiles pour performer en entreprise. Et pour ça, justement, on a développé un outil qui permet de mieux qualifier. Alors, on ne qualifie pas sur la base de cette personne, elle est sympathique ou elle n'est pas sympathique, mais on le base sur leur niveau de compétences qui sont requises pour un poste donné. Et ça, c'est justement ce qui fait la clé de cette solution qui a été justement labellisée par le Conseil européen de l'innovation, justement sur cette partie, sur ce parti pris-là, pour dire que finalement, on peut très bien concevoir des outils issus de la recherche et qui sont utiles pour les entreprises pour performer pour demain. Et elle est très facile à déployer. Vous voyez, en un clic, vous avez la réponse en 30 minutes qui vous génère un rapport. Et ensuite, ça vous permet d'avoir une aide à la décision pour choisir le bon candidat. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à évaluer autrement? Merci beaucoup. Bravo. Félicitations Nawel et Hicham pour la start-up Rising Up. Et maintenant, nous accueillons Christian Koziek qui va nous parler de sa start-up Skills Board. C'est à vous. Bonjour. Dans un monde qui va vite, les compétences, vos compétences, sont vos super pouvoirs. Nous, chez Skills Board, en fait, nous vous connaissons très bien, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez du monde de l'éducation, des collectivités. Nous savons que la gestion des compétences est vitale pour vous. On parle beaucoup d'upskilling pour pouvoir mettre à jour les compétences par rapport aux évolutions dans un même poste, de reskilling également pour pouvoir être en compétence par rapport aux évolutions des métiers de demain. Mais nous savons aussi que vous êtes seul face à ces défis. Et donc aussi, nous savons très bien que vous n'avez pas de budget pour la gestion des compétences et nous savons pourquoi. Aujourd'hui, vos budgets sont absorbés par des besoins de formation qui sont de plus en plus importants, on le voit, par des besoins de recrutement. Il n'y a pas de bon recrutement sans évaluation de compétences, il n'y a pas de bonne formation sans évaluation de compétences. Et vos SIRH, on sait aussi qu'ils ne sont pas du tout adaptés par rapport à la gestion de compétences et à vos besoins. Vos besoins, c'est d'avoir une solution simple, fluide, efficace et accessible à tous. Et nous avons créé en fait une nouvelle plateforme chez Skillsboard qui s'appelle Highlighter, qui est en self-service, qui est assistée par IA et qui est gratuite pour démarrer. Et aussi bien pour les entreprises, les écoles, les associations ou les individus peuvent rentrer dans cette entreprise. Nowadays, we all know a bit of everything. We write emails, build spreadsheets, run meetings, post online, organize files, and apart from that, everyone has to have a specialization. But that makes it hard to know where we actually shine. Inside our heads,
It's a mess, a swirl of skills, doubts, and second guesses. And out there, even employers have no idea what we're actually good at. That's where Highlighter steps in. It cuts through the chaos and reveals what you're really great at. Highlighter simplifies skill management, evaluates any learning, reveals talents and helps you close skill gaps, and engage on personalized learning paths. It is free to start, powered by AI, helps you grow smarter. Suddenly, it all makes sense. You're in the right role, with the right team, doing your best work. Alors pour cette nouvelle plateforme, nous avons créé un modèle économique qui vous fait économiser. Et vous l'avez bien entendu, qui vous fait économiser aussi bien sur l'optimisation de vos ressources et vos coûts SIRH, et qui vous fait économiser également sur vos dépenses et vos retours sur investissement de formation, et le tout basé sur des données qui sont mesurées, objectivées sur de la haute data RH de compétences. Notre vision, c'est pour une population apprenante, des organisations apprenantes, pour rendre une nation apprenante, par une gestion des compétences gratuites et intelligence pour tous. Et je dirais même que si vous illuminez vos compétences, vous mettez vraiment dans l'ombre tous les discriminants, qui sont des discriminants à l'embauche, qui sont des discriminants dans la carrière, qui sont l'âge, le sexe, l'origine, l'handicap. En mettant la compétence en avant, vous maintenez une employabilité tout au long de votre carrière professionnelle, et ça de l'université, de l'école, jusqu'à la retraite et même après. Merci. Merci Christian. Merci à tous, on peut vous applaudir, ce n'est pas simple comme exercice. Je vous laisse retourner vous asseoir. Bravo. Et je vais maintenant on va marquer une petite pause et laisser la parole à Julie Huguet qui va nous rejoindre sur scène, directrice générale de la mission French Tech. Soyez la bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous, chère Paola, chère Amaury, chères équipes du MEDEF, bravo pour l'organisation de cette belle soirée. À tous les entrepreneuses et entrepreneurs qui ont pitché jusqu'à maintenant et à ceux qui vont le faire, un grand bravo pour innover dans un secteur qui est si essentiel que l'éducation, que la formation. Je retiens en tout cas des premiers pitchs vraiment une diversité des projets qui m'a beaucoup impressionnée. De la gamification, du travail autour de l'intelligence émotionnelle, des soft skills, des copilotes pour les formateurs, un gain de temps, de l'apprentissage pour valoriser les compétences, etc. Vraiment une diversité de projets, tous autant indispensables les uns que les autres. Donc je vous souhaite à tous de devenir des leaders français, des leaders européens, internationaux, d'arriver à relever les challenges que vous avez devant vous et que vous avez pu citer avant, lever des fonds en France, ça sera encore mieux en Europe, arriver à avoir une croissance, à trouver votre marché, à consolider quand c'est nécessaire, mais à devenir de futurs champions. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter à la mission French Tech et on sera toujours à vos côtés pour ça. La mission French Tech, en 2 mots, c'est une organisation publique qui a pour but d'accompagner la croissance des startups françaises, en France mais aussi à l'international, au travers de différents programmes. Vous en connaissez peut-être certains, comme par exemple French Tech Tremplin, qui permet l'inclusion dans la tech, ou encore le programme French Tech 120 Next 40, qui accompagne les futurs 120 pépites, justement. On vous souhaite de rentrer dans ce classement. On ouvre toutes les portes à ces entreprises pour qu'elles puissent se développer sereinement. Et on a un programme qui est un peu notre programme fétiche puisqu'il répond à votre enjeu numéro 1 qui est de faire du business, faire de la croissance. Et c'est le programme Je choisis la French Tech qu'on partage avec le MEDEF qui est l'un de nos partenaires institutionnels très importants. J'en parlais tout à l'heure avec Patrick Martin justement. C'est très important pourquoi ? Pour les enjeux de souveraineté qui ont été cités avant. Et ensemble, on est plus fort, le fameux chasser en meute. Donc, il y a énormément de solutions françaises, 25 000 startups innovantes partout en France qui ont des solutions qui répondent à tous les enjeux des entreprises aujourd'hui. On couvre tous les secteurs. Vous avez montré le secteur de la formation aujourd'hui, mais on a de l'innovation partout, que ce soit dans l'industrie, dans la santé, dans l'intelligence artificielle, dans tous les domaines. Et ces solutions, elles sont implémentables comme vous venez de le voir. C'est-à-dire que demain, en un clic, vous pouvez les utiliser, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et donc, le programme Je choisis la French Tech, il répond à cet enjeu. Permettre l'adoption de ces solutions aux grands comptes, aux grandes entreprises publiques et privées.
Et ça concerne d'ailleurs pas que les grandes entreprises, mais aussi les ETI et les PME qui peuvent adopter ces solutions. Et comment? Eh bien, en rejoignant le mouvement. Donc déjà, si vous êtes une entreprise, je vous invite à le rejoindre. Plus de 600 signataires déjà ont rejoint le mouvement. Parmi eux, des grands comptes, mais aussi des entreprises de toute taille. Et 90 partenaires institutionnels, comme je le disais, comme le MEDEF, comme Numéum, comme France Digital et bien d'autres, qui contribuent à rapprocher ces deux mondes et à créer des opportunités de business. Comment? Par des mises en relation. Plus de 10 000 mises en relation ont été effectuées depuis le début du programme, il y a presque 2 ans maintenant, pour permettre de renforcer ces collaborations, mais aussi la formation, et je crois que c'est le sujet de la soirée. Nous aussi, on utilise les leviers de formation, et notamment, on a fait une très belle collaboration avec Open Classrooms, pour faire une formation en ligne qui s'adresse à toutes les startups, pour les former à la commande publique, pour développer les marchés publics aussi pour les startups. Et puis on a la formation aussi d'ailleurs qui est opérée par BPI France, d'API, pour former les grands comptes à la culture startup et les aider à mieux collaborer ensemble. Voilà un programme qui a tout son sens, que je vous invite à rejoindre. En tant que startup, servez-vous-en, puisqu'il est là pour vous permettre d'avoir plus de marché. Et en tant qu'entreprise, rejoignez-nous, parce qu'il y a de très belles collaborations qui vont vous permettre d'innover. Une fois de plus, on a des startups magnifiques en France, donc allez-y, travaillez avec elles. Je pense que c'est tout l'enjeu de cette soirée ce soir, et j'ai hâte de découvrir les autres. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. Encore féliciter tous les entrepreneurs, bravo pour vos entreprises, et on est avec vous ce soir et bien au-delà. Bonne soirée à tous. Merci Julie Huguet pour ce message rempli d'optimisme. Alors, la soirée n'est pas terminée, puisque nous rentrons tout de suite dans la dernière ligne droite avec nos 3 derniers start-upers que j'appelle tout de suite. Florence André, qui va nous rejoindre, cofondatrice et chef de vente de TeachUp. Bienvenue Florence. On continue avec Marc Sellier, CEO de Vrai Learning. Il va nous en parler dans quelques secondes. Et nous terminerons cette soirée avec Didier Serra, président fondateur de Zebra Agile Change Platform. Je vous laisse vous asseoir, je croise les doigts pour vous et nous démarrons tout de suite avec vous, Florence. Merci. Donc, enchantée, je suis Florence, je suis la Head of Sales de TeachUp. On a créé TeachUp parce qu'on a fait le constat que la formation digitale, le e-learning classique, désengage complètement les équipes et n'est plus efficient d'un point de vue neuropédagogique. Donc on a créé une plateforme, une technologie d'adaptive learning qui s'appuie sur une intelligence artificielle prédictive propriétaire et sur vos contenus pour créer des parcours de formation personnalisés pour chacun de vos collaborateurs. L'objectif, c'est les entraîner à réussir sur leur métier en se formant à leur rythme et sur les sujets qui comptent. Prenons un exemple concret. Si on suit Caroline. Caroline, elle est experte en autonomie sur les véhicules électriques. Elle a un savoir-faire qui est précieux, mais il n'est pas facile à transmettre à grande échelle. Grâce à TeachUp, elle va pouvoir très facilement, avec sa voix ou avec de simples documents, créer des milliers d'écrans interactifs pédagogiques boostés par l'IA et ensuite les diffuser simplement en quelques clics au sein de son organisation. Côté apprenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'IA analyse les interactions de l'apprenant avec son contenu de formation pour lui proposer le bon contenu avec le bon niveau au bon moment. Concrètement, ça veut dire quoi? Les experts vont pouvoir aller à l'essentiel, les débutants vont pouvoir revoir les bases et chacun va pouvoir apprendre à son rythme et ce dont il a besoin. Une fois que les compétences ont été acquises ou qu'elles ont été remises à niveau, TeachUp va également pouvoir entraîner vos équipes via des mises en situation concrètes. En pitchant avec sa voix ou à l'écrit, le collaborateur va pouvoir s'entraîner sur une situation proche du terrain. Si on prend un exemple concret, tout simplement, un collaborateur va par exemple pitcher auprès d'un client et l'IA va venir lui proposer un coaching personnalisé pour pouvoir l'aider à monter en compétences. Le collaborateur va pouvoir s'entraîner 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5 fois avec un coaching progressif. Et ce coaching, il est pertinent. Pourquoi? Parce qu'on s'est appuyé sur l'expertise de votre organisation pour venir le nourrir. À l'issue de ça, l'apprenant reçoit un bilan personnalisé avec les acquis
et également les points d'amélioration qu'il peut encore développer pour être encore plus performant sur le terrain. Ce qui est important avec TeachUp, c'est qu'on va permettre d'évaluer l'impact de la formation sur les comportements. On peut prendre des cohortes d'apprenants, évaluer ce que vos équipes ont fait avant une session d'entraînement et après une session d'entraînement pour mesurer la progression sur un geste métier très précis. Si on prend notre exemple, ici, un collaborateur qui doit expliquer à un client pourquoi sa conduite a un impact sur l'autonomie de son véhicule, eh bien on voit que au démarrage sans entraînement, on avait 56% de réussite, on passe à 80%. C'est mesurable, c'est concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour J, vos équipes, quand elles sont face aux clients, elles sauront répondre à ces questions et à cette objection. Donc, ce qu'on propose chez TeachUp, ça s'appelle l'adaptive training. C'est le meilleur des sciences cognitives. Donc, je passe un peu rapidement sur le sujet, mais si vous devez retenir quelque chose, c'est que TeachUp, ça permet de créer plus rapidement de la formation digitale et de mesurer l'impact sur le terrain. Merci Florence. Félicitations pour cette présentation. On continue avec vous, Marc Sellier. Je suis pas venu tout seul en fait. Je vais vous présenter Augustin qui sera avec moi pour pouvoir m'accompagner sur ce pitch et surtout vous faire une démo en temps réel de la puissance d'un avatar intelligent qui va être au secours et surtout au service du pédagogue d'aujourd'hui et surtout de demain. On a clairement à l'heure actuelle un enjeu afin de pouvoir accompagner ce professionnel qui est un trait d'union de notre société. Alors avant tout, qui je suis? Je suis Marc Sellier, je suis le fondateur de Vrai Learning. Pour la petite histoire, tout de suite, je fais un peu la lecture de Vrai Learning. Vrai, c'est VR plus AI. On est issu effectivement de la réalité étendue. Et on a voulu surtout ajouter et associer à tout ça une IA conversationnelle, surtout pour ne pas laisser tout seul l'apprenant dans ces univers et qu'il puisse appeler un sachant à n'importe quel moment pour pouvoir le guider, l'orienter, le rassurer, en tout cas à tout moment. Et on a compris, bien sûr, que la VR pouvait être un frein, pouvait être une contrainte à un certain moment. Et c'est pour ça qu'on l'a sorti, en fin de compte, de la VR pour pouvoir lui donner une certaine autonomie. Moi, avant tout, j'ai toujours travaillé dans le monde de la formation. J'ai travaillé dans les gros systèmes technologiques. J'ai monté les centres de formation pour SAP France. Peut-être c'est les choses que vous connaissez dans le monde des ERP, dans le monde de l'entreprise. Ensuite, je suis parti à l'étranger, au Canada. J'ai monté des campus de formation plutôt académiques dans le monde du jeu vidéo, dans le monde, en fin de compte, de l'entertainment. Et c'est là que j'ai compris qu'on va pouvoir additionner et associer la data plus le visuel pour garantir de l'émotion et donc imprimer un savoir de façon plus impactante et plus profond chez l'apprenant. Bon, avant tout, on a un constat, le monde de la société d'aujourd'hui est en train de se transformer. L'OCDE, effectivement, nous apprend que le monde du travail, l'attachement au travail, c'est en train de vraiment se mouvoir. Le CDD, le CDI va en fin de compte disparaître. On va travailler de plus en plus à la tâche, à la mission. Il va falloir avoir un outil adaptive learning temps réel pour pouvoir accompagner l'apprenant, pour pouvoir assumer la tâche et la mission qu'on va avoir à lui donner. Donc, il faut accompagner cet apprenant avec des nouvelles méthodologies, avec des nouveaux outils. Donc moi, mon client, c'est bien lui, c'est Antoine, pédagogue. À l'heure actuelle, il est bien sûr pédagogue dans le monde académique. Il est également pas président, mais en tout cas pédagogue dans l'entreprise, responsable du référentiel métier. Il a besoin de pouvoir le mettre à jour, il a besoin de pouvoir lui donner vie, mais il a en face de lui, en fin de compte, des apprenants qui se nourrissent et qui ont l'habitude de se nourrir avec différents outils et différents modèles. Donc on a voulu lui donner un nouvel outil qu'on appelle effectivement l'avatar intelligent qui va pouvoir incarner un rôle, qui va surtout ne pas le remplacer, qui va pouvoir le seconder à des moments bien précis du référentiel pédagogique et pour pouvoir accentuer l'apprentissage aux moments les bienvenus. Vrai Learning à l'heure actuelle, c'est une petite entreprise mais qui va vite. On est maintenant 5 personnes, nous sommes à Lille, on a un peu plus de 20 clients, on officie autant dans le monde académique également que dans le monde du B2B. Demain, l'avatar va pas faire que parler, il va pouvoir comprendre ce qui se passe, voir qui on est, comprendre le non-verbal pour avoir une intervention de plus en plus précise par rapport aux besoins.
Donc oui, il faut travailler sur une IA éthique, responsable, et on a des réponses pour pouvoir le faire avec l'IA éducative. Merci beaucoup. On pourrait poursuivre lors du cocktail dans quelques minutes et tout de suite nous terminons avec vous Didier Serra. Vous allez nous présenter votre solution Zebra. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation et cette opportunité de vous parler d'un enjeu clé pour nos entreprises, se transformer en continu avec des transformations qui s'empilent toujours plus. Alors dans le mot transformation, il y a formation, car se transformer, c'est apprendre à faire autrement. Et c'est pour rendre les organisations apprenantes et développer leur agilité à se transformer que nous avons conçu Zebra, la plateforme IA de management participatif des transformations. Je suis Didier Serra, fondateur de Zebra. Avec mon associé Philippe Veil, nous sommes des praticiens de la transformation et nous avons dirigé de nombreux projets de transformation dans différents types d'entreprises. Alors je ne crois pas à la transformation verticale imposée par le haut et les grandes messes de lancement de projets d'entreprise, j'en ai fait beaucoup. L'accompagnement du changement est encore perçu comme un luxe, un artisanat de luxe, qui est donc à la fois coûteux et parfois superflu. Pourtant, il y en a beaucoup qui auraient été nécessaires. Et c'est pour cela qu'avec Zebra, nous avons conçu, imaginé la transformation digitale de la transformation. Alors pour la rendre accessible au plus grand nombre, des PME aux grandes entreprises, par exemple. Alors Zebra, qu'est-ce que c'est concrètement? 3 fonctionnalités principales. La première, c'est la création d'un parcours d'apprentissage collaboratif en situation de travail. On n'est pas très loin de la FEST dont on a parlé au tout début. Prenons le cas de la réorganisation d'un réseau commercial. Les commerciaux, les agents commerciaux, les managers commerciaux vont apprendre ensemble, au sein de l'entreprise, à maîtriser et enrichir de nouvelles compétences dans le contexte de leur travail quotidien. C'est construit autour d'une communauté de pratiques qui va permettre de capitaliser des retours d'expérience, des résolutions de problèmes liés à un certain nombre de nouvelles pratiques à mettre en place dans le cadre de la réorganisation. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité sont les ateliers de co-design à partir de notre bibliothèque de méthodes pour impliquer les managers dans la définition des paramètres de la transformation. Et ça, c'est une clé très, très importante de l'engagement de l'ensemble des équipes, que les managers opérationnels ou intermédiaires soient associés à ces définitions des paramètres pour que le projet de transformation puisse aller jusqu'au bout. Troisième fonctionnalité, c'est un cockpit d'une dizaine d'assistants d'intelligence artificielle pour structurer toute la démarche avec des guides par étapes de la progression de la transformation, des analyses de feedback, des retours d'expérience et résolution de problèmes pour identifier soit les freins, soit les leviers, les résistances, les sujets qui nécessitent d'être corrigés, regrouper les contributions de tous les acteurs, concevoir des parcours d'apprentissage, parce qu'on a aussi un assistant d'ingénierie pédagogique qui permet de construire les parcours d'apprentissage collaboratif, etc. Et toutes les semaines, pratiquement, on rajoute un assistant IA spécifique pour automatiser, faciliter le travail de pilotage de la transformation. Zebra a complété ce cœur de plateforme d'outils de sondage. Je suis le dernier, je crois que j'ai beaucoup de temps en plus. J'allais le dire. Je crois que malheureusement, il vous reste 10 secondes pour conclure. Etc. Et dernier point, eh bien, nous avons 3 avantages. L'apprentissage continu de son propre changement, la spécialisation de notre IA, parce qu'on a entraîné les modèles avec des méthodes génériques et nos propres méthodes, et puis aussi avec la structuration. Zebra vous permet d'orchestrer vous-même vos transformations. Alors on vous invite à tester notre Start Zebra, qui est gratuit, accessible sur notre site internet. Et vous pourrez continuer tranquillement. Vous commencerez à réfléchir à vos propres projets de transformation. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous allez pouvoir continuer à échanger.
Alors, il est maintenant, je vous remercie. On vous applaudit bien fort. Et il est maintenant temps pour vous de voter. Alors, normalement, un QR code devrait s'afficher juste derrière moi. Vous le scannez, les 11 startups qui vous ont été présentées ce soir vont s'afficher. Et là, je vous laisse voter pour votre startup coup de cœur. Merci beaucoup, cher Didier. Et pour conclure cette belle soirée, j'ai le plaisir d'inviter sur scène Amaury de Buichet qui co-préside le comité Startup du MEDEF. Soyez le bienvenu, Amaury. Nous vous laissons la parole pour conclure. Merci beaucoup. Bon, bienvenue à tous au MEDEF, donc dans la maison des entrepreneurs. Vous êtes nombreux ce soir, je reconnais quelques têtes. Je suis ravi de retrouver Marie-Christine. On ne s'était pas eu depuis quelques années. Donc, en tout cas, on voit que l'écosystème de la EdTech, je ne pensais pas que c'était aussi important, mais je découvre que c'était très très important. Et surtout avec des mutations absolument colossales, très très importantes. J'ai du mal à imaginer un autre écosystème où finalement tous les 3 ans, on remet tout à plat. Je crois que quasiment toutes les startups ce soir avec de l'IA dans leur capot, sous leur capot. Là, j'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, je crois, Duolingo qui, je crois, avait licencié une partie de ses salariés qui faisaient de la traduction. Donc, on voit que même chose pour Welcome to the Jungle. Donc, on voit qu'effectivement, ça bouge beaucoup. Et donc, du coup, c'est un vrai challenge. Ce soir, en tout cas, il y avait pas mal de très belles startups avec des produits qui ont fait leurs preuves, qui sont donc du coup disponibles pour toutes les entreprises, ciblant beaucoup bien sûr la formation professionnelle et ne pas oublier effectivement la formation plutôt initiale qui est un peu plus compliquée. J'ai eu l'occasion de croiser et d'accompagner plusieurs start-upers parce que moi je suis également, en plus d'être chef d'entreprise, j'interviens dans une école de commerce et j'ai monté un incubateur. Donc j'ai vu pas mal de jeunes qui essayaient de vendre à des écoles, des universités et autres, et on sait que c'est extrêmement difficile. Voilà, en tout cas, cher Emmanuel, pas obligé de venir, et puis même pour les autres, le costume n'est pas obligatoire au MEDEF, même s'il est bien sûr absolument aussi autorisé. Vous verrez qu'au cocktail, on sait aussi s'amuser. Pour ceux qui veulent prolonger, on a fin août, donc la REF, qui est un grand moment cette année pour la première fois à Roland-Garros. Ça va être quand même assez impressionnant. Auparavant, on avait inauguré aussi Longchamp. Donc voilà, très très sympa. Merci beaucoup en tout cas à tous nos partenaires, donc EdTech France, donc EduCapital, la French Tech et tous les autres sans qui on n'aurait pas pu faire cette belle soirée. Du coup, est-ce qu'on a déjà les résultats? Ça arrive, beaucoup de votes. C'est très très serré. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas voté ici pour que justement ce soit peut-être un peu moins serré? Alors le pitch, c'est un exercice toujours très très compliqué, parce qu'on voit que on peut se prendre les pieds dans le tapis assez rapidement. J'ai eu pas mal d'images et même de vidéos générées par l'IA sur les pitchs. Donc c'était aussi une nouveauté pour moi ce soir. Encore un petit peu de vote. Voilà, moi j'ai appris ce que c'était que l'adaptive learning, je ne connaissais pas. Donc voilà, donc en tout cas vous pourrez, ceux qui font de l'adaptive learning, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus, comment ça fonctionne. Je vois aussi qu'il y avait des projets qui étaient issus de la recherche, notamment j'ai noté, donc, alors je ne sais pas si c'est mari et femme ou frère et sœur, Nawel et Hicham, voilà, frères et sœurs, donc en tout cas bravo, c'est c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant au MEDEF, les échanges avec les laboratoires de recherche. On œuvre beaucoup notamment à l'insertion professionnelle et à la formation entrepreneuriale des doctorants en France. Donc voilà, beaucoup d'autres éléments. Je vois donc Gérald, qui est le maître de cérémonie ce soir, qui est en train de jouer aux cartes, puisque au MEDEF, on a les cartes, on a toutes les cartes, et surtout, on les distribue, parce qu'on pense que c'est important que tout le monde puisse avoir des cartes à jouer. À meubler un petit peu. Ouais, en tout cas, on va avoir le cocktail derrière. C'est bon? Ah, ça y est, on a le résultat. Je voulais juste en profiter pour ajouter qu'en effet,
Ce que vous dites est très, très juste et je ne l'ai pas dit tout à l'heure et je pense que c'est important. Plus de 50% des EdTech, donc dans les 500 qu'on documente dans la filière, collaborent avec des laboratoires de recherche, que ce soit sur les sciences cognitives, les sciences de l'apprentissage, les technologies aussi, les sciences dures. Et ce qui fait la qualité et l'excellence des produits technologiques et donc leur utilité pour les apprentissages. Et ça, je crois que c'est une vraie spécificité, une vraie fierté dont on peut se réjouir et dont on peut, sur lesquelles on peut s'appuyer pour être d'une certaine manière un peu sécurisé ou en confiance quand on les utilise. Voilà. En tout cas, on est heureux de ça. Ça fait qu'effectivement, depuis de nombreuses années, on a œuvré pour défendre et développer le crédit impôt recherche et d'autres outils, et notamment à faire en sorte que la définition de l'innovation soit pas uniquement une innovation purement technique, hein, mais qu'elle englobe aussi les sciences cognitives et autres sciences sociales. Maury, nous avons donc le nom de la gagnante, et Julie, vous pouvez nous rejoindre aussi sur scène puisque vous allez leur remettre ce prix ce soir. Ben voilà, merci Julie. Du coup, on y retourne, puisqu'on était sur scène il y a quelques mois pour les Legal Tech. Alors, est-ce qu'il y a un roulement de tambour derrière? Non, pas cette fois-ci. Des applaudissements. Tu vas y aller? C'est OMind. Bravo à OMind, bravo. Technologie. Félicitations. Le deuxième était peut-être monté sur scène. Clarisse, soyez la bienvenue. Voilà, et vous n'étiez pas seul, exactement. Vous êtes tous chercheurs, non? Avec Nicolas. Un peu Bravo. plus hybride, d'accord. Félicitations. Donc, du coup, hybride entre la recherche et le conseil en stratégie, et après la transformation en entreprise. le conseil en stratégie mène partout. Bon, bravo en tout cas à vous tous. Et puis merci, félicitations. Vous vous attendiez ce soir à recevoir un tel prix? Vous êtes venu avec une intuition? On aime toujours bien, donc je pense que comme on est de grands optimistes de nature, on s'y projetait, mais non, c'est toujours une belle surprise. Merci à tous pour vos votes. On est très heureux, et puis si vous voulez des cours de cerveau, vous savez où nous trouver, on est sur notre stand. Voilà. Juste avant de vous retrouver pour le cocktail, je vais appeler tous les intervenants ce soir et on va faire une photo de groupe pour immortaliser cette soirée. Merci à tous et encore bravo. Et donc, montez sur scène, la scène est à vous. Et puis les autres, on vous rejoint dans quelques minutes autour d'un verre. Belle fin de soirée à tous.